Séverine Chavrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, quelques éléments de portrait. Vous avez donc pris les rênes du Centre dramatique national d'Orléans en janvier à la suite d'Arthur Nosiciel. Vous avez 42 ans, vous êtes né à Lyon, vous avez grandi en Suisse, vous avez fait vos classes préparatoires à Lyon, puis des études de musique au Conservatoire de Genève avant de revenir au théâtre, votre grande passion depuis l'âge de 12 ans. Vous adorez le mélange des genres et de fait, vous êtes tout à la fois comédienne, musicienne, metteur en scène et enseignante. Vous avez même créé votre propre compagnie, la Sérénade Interrompue, et vous dites du théâtre que c'est une matière vivante. Alors, est-ce que c'est tout cela qui vous a motivé à venir au CDN à Orléans ? C'est-à-dire tout mon parcours, ou Oui. effectivement c'est une sorte d'aboutissement, enfin en tout cas d'une marche comme ça dans un parcours, c'est surtout l'idée que les spectacles qu'on produit ou qu'on fait peuvent aussi s'inscrire sur un territoire, et on peut aussi réfléchir à quelque chose qui est plus large que nos spectacles, c'est-à-dire comment ouvrir un lieu, comment le rendre accessible, comment le faire vivre, comment d'autres arts peuvent rentrer aussi dans un théâtre en résonance avec les plateaux. C'est plutôt ça qui m'a intéressée dans l'idée de diriger un théâtre. Et le fait de prendre la tête d'un centre dramatique national, c'était quoi la motivation ? C'est ce que j'essaye de vous dire, c'est-à-dire... Non, mais au niveau institutionnel, là. C'est-à-dire qu'un centre dramatique, c'est lié aussi à une histoire, qui est l'histoire de la décentralisation. Et c'est un lieu, ce sont des lieux en France qui sont dédiés à la création et qui doivent aider des artistes à créer. Donc c'est des lieux rares qu'on doit essayer de préserver dans cette mission de création. La mission de diffusion existe aussi, mais c'est la mission de création qu'il faut défendre absolument pour justement pouvoir avoir du temps de travail, pouvoir travailler avec des méthodes qui correspondent à chaque artiste, qui ne sont pas toujours les mêmes, qui ne font pas toujours les mêmes choix. Voilà, et c'est des questions qui sont passionnantes parce qu'elles sont au cœur de notre travail et de la nécessité de travailler avec plusieurs corps de métier, qui est un travail très collectif et très artisanal. Gérard Poitou. Et par ailleurs, vous avez aussi, donc, dès le début, voulu ouvrir le CDN, c'est un petit peu nouveau à Orléans, vers d'autres institutions, vers le FRAC, etc. Vous vous êtes proposé, j'allais dire spontanément, pour participer aux soirées performances de la scène nationale. Tout ça, c'est un esprit que vous allez essayer d'insuffler au CDN, dans cette relation très ouverte avec toutes les institutions orléanaises, que vous découvrez, et qu'est-ce que vous en pensez aussi de ces institutions ? C'est vrai qu'il y a vraiment un terreau assez important de gens qui dans leur lieu sont très compétents, et c'est vrai que c'est assez excitant et assez porteur de réussir à travailler tous ensemble sur des projets intéressants. C'est vrai qu'avec le FRAC, j'ai des liens d'intelligence et de passion pour ce qui s'y fait. Donc dans la biennale, on va vraiment essayer de faire qu'il y ait une œuvre qui soit au théâtre, et que du coup le théâtre soit dans le parcours de cette biennale. Alors on va rappeler que le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain dédié à l'architecture ici à Orléans. Voilà. Avec la scène nationale, évidemment, on cohabite dans ce lieu, donc on a des liens forcément très proches, et c'est vrai que d'essayer de faire pendant ces soirées performances qui sont organisées par la scène nationale, de m'inscrire moi en troisième partie pour des improvisations où j'invitais des artistes, et d'essayer de faire que ce moment soit un festival joyeux qui s'est terminé par une fête. C'était important aussi d'essayer de faire des temps forts de programmation. Vous m'avez parlé aussi d'une autre structure. Je pense, oui, on a travaillé par exemple avec... Musée des Beaux-Arts. Oui, par exemple, on a travaillé avec l'Astrolabe là, sur cette histoire de fête. Donc la salle de musique nouvelle. Voilà, ça s'est fait très facilement, et on a donc d'autres projets pour essayer d'investir ce lieu qu'est ce théâtre pour des événements comme ceci. On travaille aussi beaucoup avec la librairie. On va accueillir là, dans le cadre des Palmiers, Pierre Bergougnou, qui vient parler de Faulkner, puisqu'il a une très belle
Alors ça, on en reparlera, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Il y a aussi Maude Lepladec, la nouvelle directrice du Centre chorégraphique national, qui est arrivée à peu près en même temps que vous. Donc est-ce que ça facilite la rencontre? Est-ce qu'il y a déjà des idées de collaboration entre vous deux? Oui, il y en a beaucoup. Moi, je tiens beaucoup à faire un workshop de formation qui serait croisé entre danseurs et acteurs, puisque j'ai mis beaucoup de temps moi-même à rencontrer des danseurs dans mon parcours, alors que je trouve que c'est essentiel pour des jeunes metteurs en scène ou des jeunes chorégraphes de pouvoir se frotter à des disciplines différentes. Et puis Maud, je l'ai invitée en premier dans ces soirées d'improvisation pour marquer aussi notre arrivée et l'idée qu'il y a beaucoup de collaborations possibles, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient sur des événements, voilà. Et on ouvre la saison prochaine avec un spectacle qui est une collaboration entre la Scène nationale, le CCN et nous. Un spectacle de Guy Cazirs où Maude Lepladec co-signe avec Guy Cazirs. Donc vraiment un théâtre d'Orléans qui va enfin se décloisonner? Je ne sais pas s'il était si cloisonné que vous le dites. En tout cas, c'est vrai c'est passionnant de profiter, de créer une synergie dans cette ville qui en a déjà une avec des gens formidables et compétents. Et voilà, d'essayer de faire que c'est un lieu d'art ouvert et que toutes les formes d'art pourraient s'y retrouver facilement et que nous aussi, on peut aller à l'extérieur du théâtre, faire des choses et sortir aussi de ce lieu qui est un peu parfois vécu comme une forteresse. Mais l'idée d'habiter ce lieu est une idée assez centrale pour moi, en tout cas dans la saison prochaine. C'est-à-dire ce lieu qui va ensuite sans doute être en travaux, une rénovation possible. Comment on fait en attendant pour multiplier les études, les observations ou les événements et profiter de l'éphémère de ça pour essayer plein de choses. Et on a un projet, par exemple, avec l'École des Beaux-Arts là-dessus, un cursus qui s'appellerait Habiter le théâtre et qui offrirait aux étudiants des possibilités de rêver aussi ce que pourrait être un théâtre et ce lieu public. C'est un peu votre marque de fabrique aussi, cette idée de mélanger les genres. Vous êtes déjà comédienne, musicienne, vous avez déjà beaucoup de cordes à votre arc. Et en même temps, vous voulez mélanger, ajouter de la vidéo. Enfin, vous êtes dans une logique quand même très multiple dans cette approche du théâtre. Et donc, c'est ce qui va pouvoir se traduire aussi avec ces institutions, en fait. Oui, il y a deux choses. Je crois que le théâtre a toujours été un lieu, justement, comme vous dites, multiple. Enfin, ça a toujours été un lieu de musique depuis toutes ses origines. Et le plateau lui-même, vous parlez de l'image vidéo, c'est une dimension très très forte aussi sur les plateaux, ce que peut amener la vidéo comme rêverie, comme musicalité, comme extérieur au plateau, comme image mentale aussi. On l'a vu sur le dernier spectacle du CDN, où la vidéo avait un rôle important dans la mémoire. Voilà, tout à fait. Comment le travail en direct peut aussi faire décoller et au niveau de la temporalité, et au niveau de la géographie, au niveau de l'imaginaire. Ça, c'est le plateau qui le demande. Après, c'était quoi la question? C'est l'idée de votre un peu d'une méthode de travail qui est la vôtre. Ce qui m'intéressait aussi, ce qui m'a toujours intéressé dans ma longue formation, qui n'a pas toujours été aussi linéaire qu'elle y paraît sur le papier. C'est-à-dire que on m'a pas forcément encouragée à avoir plusieurs cordes à mon arc, comme vous dites. C'est-à-dire que le moment où on comprend que le plateau va pouvoir réunir toutes nos passions, c'est vrai que c'est un moment qui est un grand moment de soulagement et de réconciliation avec beaucoup de choses, parce qu'on peut aussi être très déchiré par ses passions. Et la seule chose que je me donnais à tenir, c'est de connaître quand même les milieux que je traversais. Donc de connaître vraiment le milieu musical et la musique, de connaître vraiment le théâtre, d'essayer de connaître vraiment la danse, pour pouvoir vraiment savoir de quoi je parle et comprendre surtout les polémiques qui sont dans chaque discipline, dans chaque institution, et pour mieux pouvoir croiser les choses, je crois qu'il faut aussi les connaître profondément. Mais alors Séverine Chavrier, qu'est-ce qui fait que... Donc c'est pas un dilettantisme, voilà, comme dirait Bourdieu, le dilettantisme du bourgeois qui est
Voilà. Qu'est-ce qui fait que finalement le théâtre a pris le pas sur la musique, puisque vous avez fait des études musicales et finalement vous avez choisi le théâtre. Donc vous disiez matière vivante. Pouvez nous en dire un peu plus? Oui, volontiers. Je ne sais pas si je peux m'étendre. C'est-à-dire que la musique, c'est une discipline, une autodiscipline, une chose très, très solitaire aussi. Et il y a eu un moment où j'ai vraiment désespéré de pouvoir jouer de la musique. En fait, dans les études, on travaille beaucoup, mais on joue très peu. Et j'avais besoin du plateau, j'avais besoin du présent, et je voulais vraiment la scène. Et du coup, le théâtre m'a remise dans des choses aussi beaucoup plus collectives, beaucoup plus pragmatiques. Il m'a en fait aidé à dépasser une sorte d'impasse dans laquelle je me trouvais, avec une grande passion pour la musique, mais aussi une grande dérive et un grand isolement par rapport à ça. Parce que quand vous travaillez une sonate de Beethoven et que vous sortez dans la rue, je sais pas, on n'est plus trop connecté. Mais c'est magnifique, hein, c'est une grande abstraction aussi. C'est plus solitaire, la musique? Ah oui, c'est très solitaire. Après, bien sûr, on peut faire de la musique de chant, enfin surtout le piano. Hein. Moi, je fais pas du violon, donc je fais pas un instrument à cordes où il y a l'orchestre, où il y a la vie d'orchestre. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont musiciens, qui ont continué, et les métiers sont pas les métiers de la scène. Les métiers de l'enseignement qui sont très, très magnifiques, hein, mais voilà. C'est un peu ce que vous nous avez proposé aussi, pour les soirées performances, en vous mettant au piano, avec des invités. C'est toute une logique, tout ça. C'est surtout la musique improvisée qui m'a aussi sauvée de cette impasse, et qui m'a permis de refaire de la musique au plateau. C'est un peu un miracle à chaque fois que je peux jouer de la musique sur le plateau. Et voilà, c'est passé beaucoup par l'improvisation. Et puis vous avez commencé de façon originale également à Orléans, avec une résidence de création pour un spectacle après coup qui s'est joué à Paris, au Théâtre Bastille. C'était une façon de vous immerger à Orléans, de commencer par une création en résidence? Oui, c'est vrai que c'était important pour moi de commencer par le plateau, puisque tout devrait partir de là. Et j'ai commencé ma direction 2 semaines avant, en fait. Oui, voilà. Et j'ai profité des vacances parce que les plateaux étaient libres pour venir répéter ici, donc les vacances de Noël. Et comme c'est un spectacle où ces 3 jeunes femmes qui sont assez exceptionnelles, donc trois circassiennes, une cambodgienne, une danoise et une palestinienne, voilà, qui ont des corps d'athlètes et qui arrivent à comme ça batailler avec leur histoire et avec leur corps. Je trouvais intéressant de commencer par là. Oui, je crois qu'il y a eu un très bon accueil à Paris. Oui, parce qu'elles ont une espèce d'innocence et de puissance. En fait, il y a une générosité dans leur performance qui a beaucoup touché, évidemment. Et on le verra à Orléans? Oui, la saison prochaine, je crois en décembre. D'accord. Alors, on va passer à votre création présente qui sera justement jouée la semaine prochaine à Orléans, Les Palmiers Sauvages d'après Faulkner. Pourquoi avoir eu envie d'adapter Faulkner au théâtre? Je vais reparler de musique, je suis désolée. Mais allez-y. Parce que Faulkner est un écrivain qui, pour moi, travaille vraiment avec le son et arrive à nous faire entendre vraiment du son. Ça m'a beaucoup touchée. Par exemple, dans Le bruit et la fureur, il y a tout ce premier chapitre où l'enfant handicapé Benji hurle pendant tout le premier chapitre, où Tandis que j'agonise, le fils aîné construit le cercueil de la mère pendant toute la première partie. Donc on entend les coups. Donc on lit sous ce bruit. C'est une chose qui m'a beaucoup touchée. Et ensuite, parce que Faulkner, comme personne, arrive à travailler sur une humanité et sur des êtres à qui il donne en fait la chance de pouvoir réaliser des choses au sens de la conscience, hein, pas matérielle. C'est-à-dire qu'on parle de ce courant de conscience, c'est-à-dire qu'il prend les êtres dans cette bataille avec je réalise ça, ah oui, je comprends, ah oui, c'est peut-être ça. Et dans ce dévoilement, il y a quelque chose où je pense que le plateau peut aussi
incarner ce temps différé, qui n'est pas que je suis à ce que je fais ou je suis à ce que je pense. Donc vous dites une œuvre musicale, visuelle également, vous diriez ? Oui, et puis c'est un bloc de sensations, les gens disent ça de Faulkner, c'est-à-dire qu'il travaille sur tous les sens, sur la lumière. Deleuze a écrit des choses magnifiques sur la lumière chez Faulkner. Un grand roman qui s'appelle Lumière d'août. Donc il y avait aussi cette prémonition de la nature permanente, donc comment le plateau en fait peut rendre cette sensualité de la nature et de la terre américaine quand même, qui est une chose très, très puissante. Ça aussi c'est un défi scénographique presque. En même temps c'est une écriture très, très travaillée, Faulkner, et l'adaptation au théâtre... j'attends de voir Palmier sauvage. C'est quand même un défi, j'allais dire, de haut niveau quand même, de s'attaquer. Ça dépend de quoi on parle. Parce qu'en fait, Les Palmiers sauvages, par exemple, c'est ce récit donc, d'une histoire d'amour où on lit les stations. C'est un peu un roman à stations, en fait. On lit leur trajet, mais il y a très peu d'écrits sur leur dialogue. Et donc, tout ça restait à inventer. Donc, on a inventé avec les acteurs la façon dont ils pourraient se parler. Donc on a rêvé cette histoire aussi, parce que ce n'est pas écrit. Et en fait, ce qui nous a conduit, ce qui est écrit, c'est la parole du garçon qui, petit à petit, conscientise cette histoire. Et ça, c'est tout ce qui passe en voix off pour moi. C'est-à-dire que la littérature passe dans la voix off. On va dire en 2 mots ce que raconte justement Les Palmiers Allez-y. sauvages, une histoire d'amour presque à mort, où le désir peut détruire l'amour, c'est ça le fond du livre ? C'est une histoire très étrange qui n'est pas du tout comme le reste de la production de Faulkner, liée à son comté de Jefferson. C'est autobiographique, donc il y a une espèce de douleur d'une histoire d'amour absolue, effectivement, d'une femme qui quitte mari et enfant pour suivre son amant, donc un couple illégitime dans une Amérique encore, voilà, et qui donc sont en fuite permanente à cause de leur précarité, à cause de leur illégitimité, mais aussi pour garder l'intensité du désir et de la rencontre. Et moi, ma question, c'était vraiment, est-ce que en s'aimant comme ça, face à face, dans un entre-soi et dans un enfermement et dans un isolement, qui est une tentation de l'amour, je crois, est-ce qu'on finit pas par aimer plus l'amour que l'autre, voilà. Est-ce qu'il y a eu des partis pris de mise en scène ? Comment vous avez justement empoigné ce texte ? C'était comme des défis, c'est-à-dire comment raconter ces différentes stations dont j'ai parlé avec un seul lieu, comment raconter une histoire basée sur le corps et la sexualité dans une salle de théâtre, comment raconter une histoire d'amour avec les autres qui sont absents, c'est-à-dire que c'est une chose d'être à deux, c'est une chose d'être à deux dans le monde, et ils ont une étape comme ça, où ils reviennent à Chicago, et où ils se mettent à travailler, où ils se perdent un peu. Comment rendre ce vent présent en permanence, qui menace toujours autour. Donc c'était répondre à ces différentes questions. Le parti pris, ma première rêverie, c'était de penser que cette histoire était une histoire extrêmement physique. Donc, comment on peut montrer des corps qui s'aiment au plateau. Donc, on a cherché des choses de l'ordre du clown, quasi, de l'ordre de... Il y a un petit Castelet où on essaye de travailler les corps pris par le désir et l'humour de ça, trouver l'humour de ça. Par exemple, il y a toute une scène où ils sont nus dans le chalet parce que c'est un peu Adam et Ève, mais en même temps ils se cognent partout parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, et le garçon dit c'est pas si simple. Donc essayer de trouver toujours la manière de... Voilà. Et comment raconter aussi ce chemin qui est un temps de passion, un temps où il semble se perdre et rentrer dans une sorte de respectabilité, et un temps où un événement arrive qui les sépare, et comment ça va à la mort en fait, et comment ils ne cessent de se disputer dans cette troisième partie. On va peut-être dire un mot des comédiens, Déborah Rouache, Laurent Papot, et puis vous-même, vous intervenez.
Oui, moi je joue un peu de piano dans la partie justement plus sociale où ils sont à la ville, comme si la bourgeoisie avait repris son droit. Et donc la scénographie qui pour moi devait être un immense matelas. Je voulais que tout le plateau soit un matelas géant où ils pourraient faire l'amour partout. Voilà. Et en fait, de ça est née cette idée de scénographie où ils aménagent leurs couches partout où ils vont. Et à un moment, quand ils sont dans la ville, cette espèce de sol qui est terreux devient en fait une petite moquette tout à fait sage. Et justement, je vous parlais des comédiens parce que vous les connaissez, vous les avez choisis, vous avez dit, eux, ils sont parfaits pour le rôle. Comment ça se passe justement ce travail aussi? Laurent Papeau, le comédien avec qui j'ai créé la compagnie, avec qui je travaille depuis très longtemps, donc, qui est à la fois comédien, dramaturge et qui, effectivement, je choisis souvent les rôles pour lui. Et Déborah Roy, je l'avais vue jouer dans Cendrillon de Joël Pomera, où elle était assez exceptionnelle. Et je lui ai proposé ce rôle dont elle n'avait pas l'habitude, puisqu'elle était plutôt spécialisée dans les rôles d'enfants. Effectivement. Et je savais qu'elle pourrait rendre cette sauvagerie de cette femme qui, on dit, quand elle le touche, elle le cogne, et qui est prise dans ce désir et dans cette force d'action, et qui ne parle pas beaucoup. Et donc ça, c'est votre première création pour l'année. Vous pouvez nous dire un petit peu le programme de l'année prochaine, ce qu'il contient, quels sont vos choix, ce qui a orienté votre... Parce que je suppose que le programme est bouclé maintenant. Oui. De la ce saison. sera une année complète? Une année complète, c'est-à-dire une saison? Une saison complète, oui. C'est-à-dire que le chemin, je dirais que ce qui pourrait relier toutes les propositions, c'est une vision du travail de l'acteur, qui serait un acteur performeur, engagé, et dans une chose dramaturgique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeu empoulé ou conventionnel, des paroles qui essayent d'être prises vraiment. Et voilà, donc il y a plusieurs propositions, des théâtres étrangers qui nous viennent du Chili, de Belgique, de Suisse allemande, d'Iran, voilà. Il y a un temps qu'on a appelé un temps de soli, c'est-à-dire 5 propositions en solo, 5 traversées en solitaire. Il y aura des collectifs, il y aura après coup Projet Infâme dont on a parlé, une autre création aussi que je vais proposer autour de Thomas Bernhardt que j'avais donné aussi à l'Odéon. Voilà, des collectifs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un spectacle un spectacle soi-disant de cirque, mais qui est assez incroyable, un duo d'amour autour des objets qui nous racontent. C'est votre première saison en programmation. Oui. C'est une expérience qui vous intéresse, enfin, en plus de votre travail de création, de programmer une saison. Oui, c'est-à-dire qu'il faut... Ce qui est beau, c'est le chemin qu'on essaie de proposer aux spectateurs, c'est-à-dire l'idée qu'ils fassent une expérience d'un théâtre. Il y a des choses qu'ils n'ont pas vues et j'essaie de proposer des choses qui, moi, m'ont vraiment touchée, où on se dit, tiens, je ne savais pas que c'était possible de faire ça au théâtre. D'accord. Voilà, c'est ça qui a guidé un peu. Et puis aussi la puissance des acteurs, c'est vrai. Voilà, eh bien merci beaucoup Séverine Chavrier d'être venue au micro de RCF Loiret et en partenariat avec Maxentre. Donc je rappelle, Les Palmiers Sauvages, ce sera mercredi 17 mai à 20h30, précédé d'une rencontre, le jeudi 18 mai à 19h30, suivi d'un concert de piano donné par vous-même, et puis le vendredi 19 mai à 20h30, précédé d'une rencontre avec Pierre Bergougnou, ça vous nous l'avez dit.